Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue encore une fois de plus dans ce nouveau numéro de podcast spécial Euro-Allemagne 2024 avec Hakim Kakimosiko sur Dream Télévision. J'espère que vous allez bien. La paix continue et continuera toujours de régner dans vos différentes maisons. On est encore là pour prédire, faire des prédictions, des analyses par rapport à ces deuxième parties de cette compétition de football européen, l'Euro 2024. On parle aujourd'hui France, Belgique, au Portugal, Slovénie, ainsi que la toute dernière rencontre que nous avions choisie pour vous, Autriche-Turquie. On en parle 3 rencontres là aujourd'hui à travers ces castings que moi je trouve exceptionnels pour la toute première fois ici sur Dream Télévision. Timothée David. Bonjour Hakim Kakimosiko. Et je profite aussi pour saluer toute personne qui est branchée pour nous suivre à ces nets moments. Voilà, soyez les bienvenus chez nous. Merci beaucoup, j'ai aimé l'accueil. On avait parlé ici qu'il y aura de la surprise, de la folie, mais aussi du suspense tout au long de cette deuxième partie de cet Euro Allemagne 2024. La surprise, le suspense, il y en avait. La Suisse qui a débarqué l'Italie, on a parlé de ça ici, mais aussi avec Emerald Kamba qui ne cessait de m'envoyer des messages que la Suisse devait remporter cette rencontre selon ses analyses. Il y a eu du suspense. La Slovaquie a malmené l'Angleterre au bout du bout. L'Allemagne a fait les chemins complets en éliminant facilement le Danemark. C'est déjà passé. Maintenant, aujourd'hui, on revient pour parler de la rencontre des rencontres de cet après-midi déjà et pourquoi pas celle prévue pour la journée de demain. Avant de clôturer les 8e de finale, on en parle avec Timothée aujourd'hui. France, Belgique. En 6 ans, c'est pour la toute première fois, c'est pour la 3e fois que ces deux nations se rencontrent encore une fois de plus. J'aime toujours le dire comme ça. À quel match tu t'attends déjà? On va s'attendre à une rencontre des deux nations qui se cherchent encore parce que ces nations ne manquent pas de la qualité. Ben, ce que ces nations représentent ou soit ce que ces nations donnent comme le jeu, c'est pas vraiment des nations qui peuvent donner cela. De l'autre côté de l'équipe française, vous avez des Griezmann, des Kylian Mbappé et consorts. Et du côté Une ossature en termes de papier enrichissant, mais sur le terrain qui ne produit pas. Ça donne pas assez. Parce que si vous regardez la France jusque-là, la France n'a marqué que 2 fois. Un autobi et puis un sur les penalties. Alors la Belgique a fait un match nul. La Belgique a déjà, je crois qu'elle a perdu aussi. Oui, elle a perdu 1-0. C'était lors de la première journée. Non, la première journée, il avait réussi à gagner la Slovénie sur l'Albanie sur le score de 2-1. Il était mené en première mi-temps, il a réussi quand même à remonter le score. La Belgique avait d'abord perdu. C'était les matchs où Romelu Lukaku avait marqué le but. C'était refusé après vérification de la VAR. Après, elle a gagné. Et après, j'ai confondu avec l'Italie. Elle a fait un match nul. Donc, on voit complètement, c'est une équipe qui se cherche, qui n'a pas encore trouvé ce niveau. Tantôt, elle est bonne, tantôt, elle est mauvaise. De l'autre côté de la France, elle gagne au forceps, elle gagne grâce à l'individualité. Aujourd'hui, on va bel et bien attendre à une rencontre qui sera mieux que leurs 3 premières rencontres parce que aujourd'hui, c'est l'élimination directe. Si vous perdez, vous quittez la compétition. Ça fait de lustre que la France n'a plus remporté l'Euro et la Belgique ne l'a jamais fait. Donc, c'est une rencontre avec la génération qu'on disait dorée. Du côté de la Belgique avec des Kevin De Bruyne, malheureusement, il reste avec Lukaku, mais les autres ne sont plus là. Des Hazard, des Witsel. Vous voyez? Donc, c'était une génération qui était, disons, concordée pour remporter ne serait-ce un titre continental. Mais jusqu'à là. La Coupe du Monde, ils étaient allés même jusqu'en demi-finale, si je ne me trompe pas. La Coupe du Monde, c'était en 2018, et puis éliminé par la France. La Belgique a fini l'année, je crois, plus de 3 fois. A fini l'année en étant la première nation du monde.
devant les classement Brésil, FIFA. au classement Brésil. Mais jusque-là, ça donne pas. Aujourd'hui, moi, je m'attends bien à une rencontre qui sera votre. Voilà, les deux équipes, de leur dernière conférence de presse, pensent que déjà, à partir des huitièmes de finale, on passe à une autre image de la compétition. Pensez-vous qu'aujourd'hui, on peut s'attendre à un très bon football? Oui, oui, on peut s'attendre. Parce que jusque-là, la France ni la Belgique ne nous donnent ce qu'on attendait de sur le terrain. C'est ça la vraie cause. Ou soit c'est ça la meilleure théorie. Nous, on s'attendait à une autre image de la Belgique. On s'attendrait à une autre image de la France. Des équipes qui sont là pour écraser, pour écrabouiller leur adversaire, pour les étouffer même. Mais on ne voit pas. On voit que de la Belgique et la France qui patauge, qui arrivent juste à gagner et qui arrivent à remporter leur rencontre par l'histoire et puis grâce aux individualismes, comme je venais de le dire. Mais aujourd'hui, c'est le huitième de finale, c'est l'élimination directe. Ça va passer ou ça va casser. Ça va passer pour l'une et ça va casser pour l'autre. On a aussi vu ça avec la CAN, avec la Côte d'Ivoire qui a pris une autre dimension lors de la récente CAN. Avant la Côte d'Ivoire, c'était aussi le Sénégal qui s'était qualifié avec 5 points, dont un but marqué et 0 but encaissé avant qu'il soit sacré champion. Donc, pourquoi pas vivre la même chose du côté européen? On verra aujourd'hui, mais moi, je vous promets, ça sera un match très plaisant. On verra des nouvelles images. Pourquoi pas les images que nous attendions de la France ou de la Belgique? La France, la Belgique, pensez-vous que les deux sélectionneurs peuvent aller avec le même système de jeu, avec le même 11 de départ, où il faudra avoir un certain réaménagement? Il faudrait retoucher, je pourrais dire. Réaménager, ça serait trop dire. Retoucher, enlever quelques joueurs, 2 ou 3, et ça ira. Parce que là, c'est que les deux équipes n'ont pas encore trouvé leur visage. C'est ça qui tue. La formule magique en question, donc la formule magique pour que la France puisse donner le meilleur de soi sur le terrain, quoi. C'est l'image qu'on s'attendait de la France avec l'ossature actuelle qui est à la France. Est-ce que c'est possible aujourd'hui qu'on peut s'attendre que la France peut quand même maintenant redémarrer sa machine et se décoller maintenant pour le reste de la compétition? Il faut mettre d'abord Gignac pour aller très loin, parce que lorsque vous suivez la récente sortie du milieu de l'AS Monaco qui est avec la France, Fofana, qui s'est plaigné de certains joueurs qui ne faisaient pas d'efforts. Cela montre que les joueurs sont là mais ils ne se donnent pas à fond. Et si aujourd'hui les joueurs se donnent à fond, comme si on disait si vous partez aujourd'hui, on va abattre l'un de vos parents, on verra une autre image de la France. Ils doivent jouer à fond et vous verrez que ça serait un autre match. Mbappé a une place aujourd'hui. Oui, ce sont de tels rendez-vous que Mbappé attend toujours. Et ce sont de tels rendez-vous qui font les plus grands joueurs. Lorsque Mbappé va se sublimer, ça va encore faire monter sa cote pour les ballons d'or. Je dois rappeler que c'est pas encore fini pour Mbappé, pas encore espérer les ballons d'or. Romelu Lukaku avec sa malédiction de but refusé par la VAR. Pensez-vous aujourd'hui qu'il faudra être au rendez-vous? Bizarrement, Romelu Lukaku a marqué 3 buts, autant que les meilleurs buteurs. En vrai, il compte 0 aujourd'hui. Je crois que s'il s'est positionné mieux et que ses coéquipiers aussi faisaient gaffe aux petits détails, donc il faut pas toucher la balle avec la main, il faut pas aller avant la passe, et je vois bien Lukaku qui peut marquer aujourd'hui. Mais sur papier, c'est la France ou la Belgique qui part favorite selon vous? Sur papier, c'est la France qui part favorite. C'est la France. On y reviendra à la fin pour parler maintenant de pronostics. Mais ce qui est sûr, on parle rapidement Portugal aussi, Slovénie. Donc, sur papier, ça part. C'est comme si déjà que le Portugal a déjà remporté déjà son match. Mais je crois que ça sera un match aussi très compliqué parce que personne ne s'attendait que la Slovaquie peut nous donner cette image devant l'Angleterre. L'Angleterre a souffert de ça. C'est grâce à voilà. C'est grâce à Bellingham et le prince Harry Kane que l'Angleterre a réussi quand même à s'imposer et à passer à l'étape suivante. Est-ce que pensez-vous que aujourd'hui le Portugal
peut s'en sortir facilement devant la Slovénie? Sortir facilement, je dirais non, parce que la Slovénie a quelque chose que le Portugal n'a pas. Ils ont un gardien qui est de la très haute classe. Moi, j'ai dit Jan Oblak, c'est l'un des gardiens qui sont les sous-cotés. Il fait un énorme travail, mais peu de gens arrivent à le reconnaître. Aujourd'hui, sur papier, oui, le Portugal par favori va gagner facilement. Moi, je crois pas, parce que le Portugal est et là, dans une phase de turbulence, dans une zone de turbulence. Vous commencez la compétition, vous gagnez 2-1. Vous avez souffert, vous avez donné tout pour revenir. Après, vous déroulez, vous gagnez 4-1. Mais après, vous perdez contre la Géorgie. Ça sème un doute au milieu des Portugais. Les Portugais pourraient se dire... Est-ce que ce n'est pas parce que le sélectionneur Martinez avait voulu réaménager ou soit tourner son effectif? Bon, je dirais c'est pas ça en fait. Parce que le Portugal, lorsque vous regardez les débits, ce sont des erreurs du défenseur Niasso. Il y a une passe ratée et puis il y a la touche. Mais le vrai problème est que les Portugais n'arrivent pas vraiment à avoir une certaine cohésion bien faite. Une cohésion bien faite et qui reste sur la durée. On l'a vu contre la Turquie, mais après, on l'a pas encore vu. Donc, les Portugais, allez, je dis sur une zone de turbulence, mettez-vous en tête que aujourd'hui, si la Slovénie arrivait à marquer en première, ça serait très difficile pour les Portugais qui vont remettre leur statut de favoris en cause, qui vont encore se remettre à cause, on se rappelle bien des parcours portugais durant les dernières éditions des Héros. Voilà, la Slovénie qui a réussi quand même à se qualifier derrière l'Angleterre et le Danemark. Donc, il avait imposé quand même un très bon système de jeu. Même l'image sur le terrain, l'image était tellement plaisante. Aujourd'hui, il sera, et plutôt, la Slovénie sera devant le Portugal. On a parlé ici le turnover de Martinez. On croyait que le Portugal avait aussi un banc si riche, mais malheureusement sur le terrain face à la Géorgie, nous avions compris que ça fait douter quand même. Mais la Slovénie est capable aussi de créer la sensation ou bien la surprise aujourd'hui. Oui, elle est capable de le faire. Elle est capable de le faire. Il y a un dicton de Diego Maradona, d'Erasmus, qui a dit que une bonne attaque te fait gagner des matchs, une meilleure défense te fait gagner des trophées. Ça pourrait faire la différence aujourd'hui avec d'abord Jan Oblak, comme je venais de le dire, mais après, les Slovènes sont des disciplinés du point de vue tactique, ils savent se placer. Ils n'ont pas des joueurs qui ont des si grands noms, mais il y a des joueurs quand même qui peuvent faire la différence. Par exemple, un Chesco, qui peuvent faire la différence aujourd'hui. Si les Portugais ne fassent pas gaffe, ils peuvent perdre et puis repartir chez eux. Déjà avec un gardien de but au black et pourquoi pas aussi avec le défenseur central Bijol de Udinese et pourquoi pas aussi avec le latéral droit Karnešík de Chelsea. Tous ces joueurs là est-ce qu'ils peuvent tous ces joueurs là peuvent réussir? J'insiste beaucoup parce que je crois qu'il y aura encore de surprises comme je l'avais dit. Est-ce que tous ces joueurs là peuvent faire aujourd'hui quelque chose pour que le Portugal puisse s'arrêter? Il y a aussi un autre détail que nous oublions. La Slovénie n'est pas là pour gagner l'Euro. Elle n'est pas obligée. Ça, il faut se mettre en tête. La Slovénie va pas jouer avec cette pression de gagner. C'est déjà bien jouer l'Euro et participer. Si aujourd'hui la Slovénie arrive à perdre devant les Portugais, ils se diront que non, voilà, on a fait notre mieux. Mais pour les Portugais, ils sont obligés de gagner. Parce qu'ils sont des favoris. Ça va aussi jouer. Parce que lorsqu'il y a une nation qui n'a pas quelque chose à perdre vraiment, il faut qu'on se le dise. Si la Slovénie perd aujourd'hui, c'est normal. Si elle arrive à gagner, ça sera une surprise, ça sera une sensation. De l'autre côté, si le Portugais gagnait, ça sera normal. Mais s'il perdait, ça sera une humiliation. Vous voyez? Donc, ça va aussi faire la différence, des petites nuances, des petits détails aujourd'hui, ça va faire la différence. Mais si la Slovénie arrive à marquer avant les Portugais, ça va remettre en cause les Portugais qui vont encore se douter d'eux et ça sera pas très bien pour arriver à déverrouiller cette défense slovène.
Il y a le Portugais et Cristiano Ronaldo, le meilleur Qui n'a pas buteur, encore marqué. qui n'a pas encore marqué jusque-là. Pensez-vous que c'est l'occasion? Oui, c'est l'occasion, mais le mal avec Cristiano, lorsqu'il est dans une rencontre où il est dans les durs, il n'arrive pas à marquer, il est frustré. On a vu l'autre fois, il a coupé d'un carton jaune. Aujourd'hui, s'il est coupé, quoi qu'il arrive, il sera suspendu. Il va manquer le prochain match. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Mais Cristiano, c'est un joueur qu'on peut plus présenter. C'est un joueur qui sait aussi se sublimer au rendez-vous, mais ça peut aussi caler comme ça a été le cas avec les Maroc, bien il a joué quelques minutes. Aujourd'hui aussi, ça peut caler. Yann Oblak connaît Cristiano. Yann Oblak connaît pas mal de joueurs portugais. Parce que il a eu le temps de jouer contre, il a joué contre Bernardo, il a joué contre Joao Félix. Il y a plein d'autres, il y a plein d'autres. Donc, les Portugais doivent faire attention. Ils ne peuvent pas aller dans cette peau que nous sommes favoris. Nous allons écrabouiller les Slovènes. Ça sera très difficile à les faire s'ils arrivent avec cette attitude. C'est quoi la faiblesse du Portugal? La faiblesse, c'est la pression. Ça sera la faiblesse du Portugais. La pression et les doutes. Et du côté slovène? Leur faiblesse, ça serait le manque de confiance en soi. De confiance en soi devant un grand Portugais. Ils peuvent aussi se dire que nous sommes face à Cristiano Ronaldo 5 fois Ballon d'Or. Ah oui. Vous voyez. Donc, s'ils mettent que voilà, Cristiano c'est un humain comme nous, on peut faire quelque chose de bien. Vous verrez qu'ils feront quelque chose de bien. Voilà, là c'était la rencontre Portugal-Slovénie. On passe rapidement pour parler de la rencontre Autriche-Turquie. Un match aussi très alléchant. Un match que c'est un bonus pour les deux nations. Ah ouais. C'est un bonus déjà. Jouer un quart de finale lorsque vous êtes l'Autriche, que vous n'avez jamais fait ça. Et lorsque vous êtes la Turquie, la dernière fois que vous avez joué le quart de finale, c'était en 2004. Donc, c'est un bonus pour les deux nations qu'on s'attendait même pas qu'ils puissent arriver là-bas. Déjà, l'exploit autrichien de finir devant la France et devant les Pays-Bas. Et de l'autre côté, il y a la Turquie qui a fini avec 6 points. Donc, ça serait un match et que les deux équipes vont vraiment jouer en fond. Là, il faut faire la différence parce que les deux premières rencontres que nous venons d'aborder, ça peut arriver que les nations puissent encore se restreindre, mais là, ça ne serait pas le cas. Ce ne serait pas le cas pour ces deux nations qui vont vraiment jouer le coup pour les tout pour les tout. Voilà, on avait déjà suivi le deux nations, l'Autriche ainsi que la Turquie. Mais on a beaucoup plus l'impression, c'est comme si l'Autriche ne cesse de s'améliorer sur le terrain. On avait suivi la rencontre face à la France. On pourrait dire aussi que la France n'a pas encore cette belle mayonnaise. Mais on avait senti aussi une nation autrichienne capable de titiller la France, d'aller chercher la victoire jusqu'au bout, malgré qu'ils avaient encaissé les buts contre son camp. Mais ils étaient capables aussi de malmener la France jusqu'à obtenir aussi un match nul. Et même de battre les Pays-Bas. Exactement. Si la question est sur les papiers entre les deux nations qui est la favorite, c'est compliqué, hein? Ça serait maintenant dire. Là, je vous dis que c'est très compliqué entre les deux nations. Répondre comme ça a été les cas, mais moi, je dirais, je vois un 51-49. Pour la question d'être favori. Et puis, je placerai l'Autriche devant avec 51%. Et puis la Turquie après. Parce que l'Autriche a joué la France, l'Autriche a battu les Pays-Bas. De l'autre côté, la Turquie a battu la Géorgie. Donc, qui a perdu aussi contre le Portugal. Moi, je dirais que ce sont les Autrichiens qui ont un jeu plus allemand. Parce qu'il faut aussi se rappeler, depuis la nuit des temps, l'Autriche est influencée par l'Allemagne. La preuve année, leur coach est un Allemand. Et la plupart des joueurs autrichiens viennent des championnats allemands. S'ils ne jouent pas encore aujourd'hui, mais ils ont quand même passé de l'autre côté. Et puis les deux nations portent le même nom du championnat Bundesliga et parlent la même langue. Donc voilà, on verra un match qui sera, moi je dirais, parmi les trois, ce sera le match le plus plaisant.
Le plus plaisant. Alors, un tout petit rappel par rapport à l'historique des confrontations au 21e siècle. Ces deux formations se sont affrontées 8 fois pour des succès autrichiens, 5 victoires turques et un match nul. Donc, cependant, on notera que la dernière confrontation en mars dernier s'était soldée par une humiliation de la part des Autrichiens, 6-1. Il faut aussi rappeler que les deux nations ne sont jamais affrontées lors d'une phase finale, je dis bien lors d'une phase finale de l'Euro, mais les deux nations ont déjà eu à s'affronter pour l'Euro 86. Aller, l'Autriche avait gagné à Vienne, et puis au retour, la Turquie avait gagné à Istanbul. Et mais lorsqu'on regarde les matchs amicaux, on voit tout ce que ça a donné sur le point de l'histoire. La Turquie est devant. La Turquie a joué la demi-finale, l'Autriche ne l'a pas fait. La Turquie a joué la demi-finale aussi de l'Euro, comme je viens de le dire. L'Autriche ne l'a pas fait. En 2002, de la Coupe du Monde. Même en 2002 de la Coupe du Monde. De la Coupe du Monde, vous voyez. Et puis, ça va parce que l'Autriche n'a jamais joué les tirs au biais de l'Europe. Mais la Turquie l'a déjà fait. Mais c'est une nation qui monte en puissance petit à petit. Petit à petit, c'est une nation en fondation. Donc, comme vous venez de le souligner ici, déjà qu'ils ont presque la même philosophie, le même style que les Allemands. Donc les écoles même, donc, quand on parle de la grande école de Red Bull, donc vous attendez Leipzig, Salzbourg. Donc, ça a commencé d'abord au niveau de l'Autriche. Donc, il faut comprendre tout simplement que c'est une nation qui se forme petit à petit. Ah oui, c'est une nation qui se forme petit à petit. Et ils vont aussi profiter de l'expérience, par exemple, de David Alaba, qui est incertain pour aujourd'hui, mais quand même, il va donner la voix à partir d'Ivan. Il y a aussi des joueurs qui sont pas mal, qu'on connaît depuis quelques temps, des Sabitzer, des Arnautovic, excusez-moi pour les massacres de son nom. Donc, c'est une nation aussi qui montre, comme vous venez de le dire, les Autrichiens ont commencé avec une défaite discutable. Après, ils ont gagné. Après, encore, ils ont gagné. Ils ont fini devant la France. Ils ont bâti les Pays-Bas. Ils marquaient les Pays-Bas, revenaient. En fin de compte, ils ont marqué des winning goals avec Sabitzer. Donc, les Autrichiens sont pas favoris, comme je venais de le dire. Mais c'est une nation qui monte en puissance. Il faut pas aussi sous-estimer la Turquie, qui peut faire quelque chose de très bien avec des Çalhanoğlu et puis vraiment avec la pépite Arda Güler. Voilà, le point clé du match Autriche-Turquie. L'Autriche a terminé premier de son groupe, abattant les Pays-Bas et la Pologne en tenant tête à la France. La Turquie s'est placée à la deuxième place, abattant la Géorgie et la République tchèque, mais étriée par le Portugal. La dernière confrontation s'est soldée par un score fleuve en faveur de l'Autriche. Çalhanoğlu, permettez-moi si j'ai massacré aussi le nom de l'Inter de Milan. Elle sera suspendue après une accumulation des cartons jaunes. Aykaydin, défenseur central titulaire turc, sera aussi suspendu pour une accumulation de cartons jaunes. Arnautovic de l'Inter de Milan est redoutable attaquant, déjà buteur une fois dans cette phase de poule. La moyenne de buts dans les rencontres de l'Autriche lors de la phase de poule est de 3,3 buts. La moyenne de buts dans les rencontres de la Turquie lors de poule est de 3,33 aussi. C'est pratiquement la même chose. C'est pratiquement la même. Donc, sur papier, on peut parler d'un match nul. Sur papier, moi, entre les deux nations, je vois bien un match nul après les tirs au but. Après les tirs au but. Un tir au but qui peut se terminer 4 contre 3. 4-3. En faveur de moi, je dirais l'équipe qui va débuter la séance. Ok, de l'autre côté, Portugal-Slovénie. Portugal-Slovénie, si les Portugais jouent au clown, ils vont perdre 1-0. Mais si c'est donné en France, je vois bien en 2-0. En faveur du Portugal. Portugal. France-Belgique. France-Belgique, je vois les prolongations. Et au finish? Le finish 2-1. En faveur de la France. Oui, en faveur de la France.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette prédiction des rencontres de la deuxième partie de l'Euro Allemagne 2024. Moi, si je dois pronostiquer, victoire de la France sur un score étriqué et victoire aussi du Portugal sur un score étriqué et victoire également de l'Autriche sur un score étriqué. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup, et Timothée David, pour avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir, c'est à moi de vous remercier pour l'invitation et j'en profite aussi de remercier toute personne qui va aussi nous suivre, qui nous suit d'abord. Parce que lorsque j'ai dit qu'ils vont nous suivre, je sais, ils vont aller sur la chaîne Twim TV pour suivre les émissions et je vois plein de personnes qui nous regardent depuis toujours. Des Benitiama, des Eric Luemba, des Bijou Mawango, plein de signes. Blessing Massamba, consort aussi de Geneviève Lumwedadio. J'ai tenu aussi à vous remercier pour cette confiance que vous continuez toujours à donner à cette génération montante. J'ai vu Geneviève Lumwedadio qui est passé, j'ai vu Emerald Kamba qui est passé, j'ai su aussi il y a d'autres qui vont passer, des Richard Amadi, pourquoi pas des Joseph Amaï, pourquoi pas des Jérémy Ngadeka. Ça fait nous sommes venus dans un métier où on a trouvé les aînés qui sont là et qui nous tendent la main, qui nous donnent la confiance, ça fait plaisir aussi. Ça me fait du bien pour vous remercier et de remercier aussi toute personne habitant de Njili et aussi des bandales là où vous êtes. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce podcast. Merci à la grande équipe de Dream Télévision de nous avoir accompagnés. Comme je l'ai dit, toujours, si c'est pour la toute première fois, n'hésitez pas à liker nos vidéos et allez vous abonner. Hein, comme d'habitude, allez vraiment s'abonner pour nous faire du bien et pourquoi pas aussi aller cocher sur les cloches des notifications pour avoir beaucoup plus les détails de nos différents contenus. Quant à moi, je vous dis au revoir, on se retrouve à la prochaine. Bye.